Un pays peut accueillir la Coupe du Monde, perdre tous ses matchs, et pourtant espérer gagner quelque chose de beaucoup plus concret, de l'argent. Des touristes arrivent, les hôtels se remplissent, les restaurants vendent plus, les avions sont pleins, les stades affichent complets et pendant quelques semaines, le pays hôte devient le centre du monde. Alors la question semble simple, la Coupe du Monde rapporte-t-elle vraiment de l'argent au pays hôte? La réponse courte est oui, mais pas comme on l'imagine. Parce qu'il y a une grande différence entre beaucoup d'argent circule et le pays fait un bénéfice. Quand une Coupe du Monde arrive dans une ville, on voit tout de suite l'argent visible. Les supporters réservent des chambres. Ils mangent dehors, ils achètent des billets, ils prennent des taxis, ils visitent des lieux touristiques, ils achètent des souvenirs. Pour certains secteurs, c'est une vraie opportunité. Les hôtels peuvent augmenter leur prix, les restaurants proches des zones de fans peuvent vendre beaucoup plus, les compagnies aériennes, les plateformes de réservation, les bars et les commerces situés autour des stades peuvent connaître une période exceptionnelle. Donc oui, localement, il peut y avoir des gagnants. Mais le piège, c'est de croire que cet argent entre directement dans la poche du pays. Un pays n'est pas une seule caisse. Si un hôtel privé gagne plus d'argent, cela ne veut pas dire que l'État gagne autant. Si un restaurant fait un très bon mois, cela ne veut pas dire que toute la ville devient plus riche. Si un stade est plein, cela ne veut pas dire que les contribuables récupèrent ce qu'ils ont payé. Pour comprendre, il faut poser une meilleure question. Qui gagne vraiment? Premier gagnant évident, les entreprises bien placées. Un hôtel près d'un stade, un bar dans une zone de supporters, un restaurant dans une ville haute, une compagnie qui transporte les visiteurs. Eux peuvent profiter directement du tournoi. Mais même là, ce n'est pas automatique. Certains commerces peuvent au contraire perdre des clients habituels parce que la ville devient trop chère, trop encombrée ou trop difficile d'accès. Pendant un grand événement, une ville peut être remplie, mais pas forcément remplie pour tout le monde. Deuxième gagnant, l'organisateur. La Coupe du Monde n'est pas seulement un événement sportif, c'est une machine commerciale mondiale. Les droits TV, les sponsors, les billets, l'hospitalité premium, les produits dérivés, tout cela représente des sommes gigantesques. Et une grande partie de ces revenus les plus rentables ne revient pas directement aux villes hôtes. Elle revient surtout à l'organisation du tournoi, aux partenaires commerciaux, aux diffuseurs et aux grandes marques. C'est là que la question devient intéressante. Le pays hôte accueille le spectacle, mais il ne capture pas forcément la partie la plus lucrative du spectacle. Troisième point, les coûts. Organiser une Coupe du Monde ne veut pas dire seulement ouvrir les portes d'un stade, il faut de la sécurité, des transports, des routes, des fan zones, des services d'urgence, des aménagements, parfois des rénovations de stades, parfois même des constructions gigantesques, et une partie de ces coûts est souvent payée par de l'argent public. Autrement dit, les habitants peuvent payer une partie de la fête, même s'ils ne vont jamais au stade. C'est pour ça qu'un chiffre énorme comme des milliards de retombées économiques peut être trompeur. Ces chiffres comptent souvent tout l'argent qui circule, mais ce qui compte vraiment, c'est ce qui reste après les coûts. Imagine que tu organises une grande fête, tu encaisses 1000 €, ça a l'air bien, mais si tu as dépensé 1200 € pour la salle, la nourriture, la sécurité et la décoration, tu n'as pas gagné 1000 €, tu as perdu 200 €. Pour une Coupe du Monde, l'idée est la même, mais avec des milliards. Il faut donc distinguer trois choses. L'argent dépensé pendant l'événement, le bénéfice réel après les coûts, et la valeur invisible, l'image, le tourisme futur, la fierté nationale, le prestige. Cette valeur invisible peut compter. Un pays peut vouloir organiser la Coupe du Monde pour montrer qu'il est moderne, accueillant, puissant, organisé. Une ville peut utiliser l'événement pour se faire connaître dans le monde entier. Des millions de personnes peuvent découvrir une destination qu'elles n'auraient jamais regardée autrement. Mais cette valeur est difficile à mesurer. Et surtout, elle ne paie pas automatiquement les factures. La Coupe du Monde 2026 est un cas particulièrement intéressant parce qu'elle est organisée par 3 pays, le Canada, le Mexique et les États-Unis. Elle utilise beaucoup de stades déjà existants, ce qui réduit une partie des dépenses les plus risquées. Mais cela ne veut pas dire que tout devient gratuit. Même avec des stades déjà construits, il reste les coûts de sécurité, de transport, d'organisation, de circulation, de communication, d'accueil des foules et d'événements publics. Alors, est-ce que la Coupe du Monde rapporte vraiment de l'argent aux pays hôtes? La réponse honnête est, elle rapporte de l'argent à certains acteurs. Mais elle ne garantit pas un bénéfice clair pour le pays entier. Elle peut être excellente pour certains hôtels, certaines compagnies, certains restaurants, certains sponsors et l'organisateur. Elle peut aussi donner au pays une visibilité mondiale immense. Mais pour les villes et les contribuables, le résultat est beaucoup moins évident. Le vrai piège est de regarder les stades pleins et de conclure: tout le monde s'enrichit. En réalité, une Coupe du Monde ressemble plutôt à un immense fleuve d'argent. Il traverse le pays hôte, il arrose certains endroits,
il en contourne d'autres, et une partie du courant repart ailleurs. Donc la vraie question n'est pas seulement combien d'argent la Coupe du Monde rapporte, la vraie question est à qui exactement? Et c'est souvent là que le mythe devient beaucoup plus intéressant que le match.